Voor de tolk is het oké. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la 4e matinée de la 18e conférence Erasme Descartes, conférence qui a comme thème la mode durable. Nous aurions dû être en direct de Roubaix, de l'École nationale supérieure des arts et industries textiles, mais malheureusement, à cause du Covid, nous faisons tout ça en virtuel et moi je suis en fait à Eindhoven. Mon nom est Michiel Scheffer en néerlandais, et je suis le modérateur de cette conférence en 4 sessions. Et cette dernière session de ce vendredi matin 11 décembre a comme thème le jeans dans la philosophie reuse et recycle. Nous avons aujourd'hui 3 orateurs, 2 néerlandais, 1 français. Le français Thomas Uriez de la marque 1083, Tony Tonard de la marque Kings of Indigo et James Feinhoff, l'initiateur du House of Denim et du Green Denim Deal. Nous avons, comme chaque matinée, nos jeunes En talents. zoals elke keer hebben wij het jong talent. Néanmoins, les bienvenus. Quelques questions pratiques. Vous voyez chaque fois de mon côté, à gauche ou à droite, les indications techniques. Comme je vous ai dit, la conférence est bilingue. Nous avons un service de traduction qui vous aide vers le néerlandais ou vers le français, comme vous le préférez. Je remercie les traducteurs pour leur travail acharné et excellent cette fois-ci et les 3 dernières semaines. Vous voyez donc maintenant les questions pratiques. Il y a un chat, et les chats que je vois ici à ma gauche permettent à vous de poser des questions et à moi de les recevoir, et ça permet donc d'animer la discussion. Et autre point aussi, la conférence est enregistrée, donc maintenant vous pouvez l'entendre en direct, mais également nous avons une audience en différé qui regarde la conférence le soir ou le week-end après. Et si vous voulez encore rester par après, à 11h30, la Rainbow Room reste ouverte pour vous échanger des idées ou des opportunités ensemble. Alors ce matin, donc thème jeans, nous avons 2 particularités dont je suis très content. D'une part, nous aurons un message préenregistré du secrétaire d'État à l'environnement, à l'eau et à l'infrastructure, Madame Stientje van Veldhoven, qui est d'ailleurs membre de mon parti, donc j'en suis très content. Et elle a été une des pionnières, elle est une pionnière pour la politique d'économie circulaire aux Pays-Bas. Et intéressant aussi, mais elle le précisera, elle a beaucoup travaillé avec ses collègues en France pour développer une vision commune. Et c'est une bonne chose, parce qu'un des objectifs aujourd'hui, c'est de créer quand même une dynamique franco-néerlandaise dans le sein de l'Union européenne en ce qui concerne l'économie durable, dans la mode durable. Donc ça, c'est un élément particulier du programme. Nous avons nos 3 orateurs, 2 néerlandais, 1 français. Je les introduirai plus tard. Et comme chaque fois, nous sommes animés par les jeunes talents, de jonge talenten. Nous avons 3 dames cette fois-ci, 2 néerlandaises, 1 française, mais toutes les 3 transfrontalières, si je puis dire. Nous avons Maud, que vous voyez ici à ma gauche, qui est une étudiante et chercheuse à la Hogeschool Saxion à Enschede et qui s'occupe dans le développement de nouveaux matériaux circulaires, de nouveaux fils. Important, la filature, sans fil, pas de textile. Et son objectif, c'est d'arriver finalement à une filière durable. Merci, Maud. Alors nous avons ensuite Margot Chevalier, nom très français, mais elle est néerlandaise, mais elle est basée pour l'instant à Roubaix, car elle fait un stage dans le pôle de compétitivité Euromatériaux. Margot Chevalier est également liée, mais étudiante à Saxion, l'ancienne école textile depuis 1850 à Enschede, à l'est des Pays-Bas. Et nous avons Léna Lélu. Léna Lélu est française, basée à Paris, et elle a suivi un
un cours dans la mode, mais elle est également formatrice à l'école de Maille, de la Maille de Paris, où elle a fait également ses études. Et également, son travail, c'est de développer des produits de maille brodés, révalorisés à base de tissus souvent recyclés. Et elle s'intéresse beaucoup à la végétalité, comment intégrer le végétal dans le textile. Et soyons clairs, il y a du lin ici dedans, donc le lin, c'est du végétal. Alors, ceci pour les orateurs et les jeunes talents. Et j'annonce donc le film de la secrétaire d'État, Madame Stientje van Veldhoven. Film. Dank, Michiel Scheffer. Dank, Michiel Scheffer. En dank aan beide ambassadeurs voor de organisatie van deze conferentie. Duurzame mode, duurzame materialen. Het is eigenlijk best wel vreemd dat we het er nog over moeten hebben. Want omgekeerd, niet duurzame mode, niet duurzame materialen, daar zou toch eigenlijk niemand voor kiezen. Het gaat over de toekomst van onze planeet. Over de toekomst van volgende generaties. Kleding en textiel behoren nu nog tot de meest vervuilende industrie die we kennen. Op dit moment wordt minder dan 1% van alle textiel circulair geproduceerd. De Nederlandse ambitie is om in 2025 al op 25% te zitten. En in 2030 om de helft van de textielindustrie circulair te hebben. Daarmee hebben we onszelf geen gemakkelijke opdracht gegeven. Nu nog wordt wereldwijd elke seconde een vrachtwagen vol afgedankte kleding verbrand of gedumpt. Het maken van 1 spijkerbroek kost 8000 liter water. Jaarlijks worden wereldwijd 2 miljard nieuwe spijkerbroeken gemaakt. En ruim 1/3 van die spijkerbroeken wordt nooit verkocht. Met een circulaire textielindustrie is dus een wereld te winnen, letterlijk. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. We realiseren ons steeds meer dat we productieprocessen anders moeten inrichten. Op alle fronten, zeker ook voor onze kleding. Lineaire systemen zijn eindig. We buigen ze om. We maken er circulaire ketens van. We zien steeds meer initiatieven en pilots uitgroeien tot sterke ondernemingen. Duurzame business cases. Het is ook heel erg logisch. En het is geweldig om te zien hoe innovaties en internationale netwerken snel opkomen. Want kennis en ervaring worden gedeeld. En ook deze conferentie draagt daaraan bij. Er zijn prachtige voorbeelden met ook gedreven trekkers, zoals de Denim Deal. Nederlandse merken, retailers, inzamelaars, sorteerders slaan de handen ineen. Met internationaal opererende recyclers, spinners, wevers en producenten in onder meer Turkije, Frankrijk en Spanje. Kleine ondernemers brengen betere sorteertechniek op de markt. We zien hoe chemische recycling van katoen en polyester steeds dichterbij komt. En dat partijen in de keten elkaar steeds beter weten te vinden. Het doel is helder. De ecologische en sociale voetafdruk kleiner maken. En ons leven klimaatneutraal organiseren. Daarvoor hebben we wel voetstappen nodig. Stappen richting een circulaire keten. Door meer PCR-katoen toe te gaan passen in denimkleding. De Denim Deal begint met 5% en dat percentage gaat daarna verder omhoog. De Nederlandse Rijksoverheid opent deuren en jaagt ontwikkelingen elders in het land, in Europa en daarbuiten ook graag aan. Bijvoorbeeld door innovaties voor sortering en recycling te subsidiëren. Als daarvoor door meerdere partijen wordt samengewerkt. En natuurlijk door internationale afspraken te maken over de export van gerecyclede materialen. Er staat vanochtend heel veel op het programma. Als we samen het circulaire systeem voor de kledingindustrie dominant kunnen maken, hebben we een heel belangrijke stap gezet richting Parijs. En Parijs heeft in dit geval voor mij een dubbele betekenis. Ik denk dan aan het klimaat, maar ook aan een onvoorstelbare rijke traditie in de mode. Het is daarom voor Nederland ontzettend inspirerend om samen met Frankrijk werk te maken van een meer duurzame productie van mode en textiel. De Erasmus Descartes-conferentie legt nieuwe Frans-Nederlandse contacten op het niveau van overheden, de werkvloer, onderwijs en onderzoek. En ik ben ontzettend benieuwd naar de prestaties van de jonge talenten die we zo gaan zien. Er staat heel veel op het spel voor de jonge generaties. En ik deel jullie motivatie en jullie gevoel van urgentie. Samen zorgen we voor succes. Ik wens jullie een ontzettend inspirerende ochtend. Dankjewel. Merci beaucoup.
Merci, Excellence. Merci pour ce message plein d'espoir. Il est évident que nous allons continuer à en parler. Regardez un des orateurs, James Veenhoff, qui parlera plus amplement de tous ces éléments du thème. Puis nous avons Tony Tonard, que vous voyez également, directeur de Kings of Indigo. Il sera présenté plus tard. Et puis, nous avons Thomas Furiez de la marque 1083. Il nous expliquera pourquoi cette marque s'appelle 1083. D'abord, nous commençons par une introduction par un jeune talent et je donne bien volontiers la parole à Maud Kuppen, qui présentera donc le recyclage du jean. Bonjour et merci pour cette présentation. Nous allons d'abord regarder la vidéo. J'ai décidé d'entreprendre de manière responsable parce qu'on travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans et que ce temps est précieux, donc autant le consacrer à des choses qui nous sont chères. 1083, c'est une marque de jeans et de baskets éco-conçue entièrement fabriquée en France. 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Port-Spoder, un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez vous. Nous avons développé un jean en polyester recyclé, issu des bouteilles plastiques et des déchets de mer, que l'on rassemble dans un jean monomatière 100% polyester recyclé, de telle sorte à ce qu'il soit facilement recyclable. Et donc c'est une chose de dire que le produit est recyclé et recyclable, encore faut-il le récupérer en fin de vie. C'est pour cette raison que ce jean est vendu avec une consigne pour le récupérer en fin de vie. On retrouve ici toute l'éco-conception du jean, avec le denim en bouteille plastique recyclée, polyester recyclé, le bouton en polyester recyclé, le fil à coudre en polyester recyclé, les étiquettes en polyester recyclé et l'étiquette de consigne qui informe le consommateur que lorsqu'il nous rendra son jean à nos propres frais, on lui remboursera les 20 € de consigne. L'innovation, c'est d'avoir créé un produit monomatière 100% composé de polyester recyclé, de telle sorte à ce qu'il soit facile à recycler. Et la deuxième innovation, c'est qu'il est consigné. Cette démarche, elle réduit l'impact écologique du projet parce qu'on va utiliser des matières premières recyclées, que l'on va faire une production très locale. Et troisième élément, comme il est consigné, en réalité, tous ces déchets recyclés qu'on va utiliser pour le début de la production, ce sont des déchets qu'on va enlever des poubelles, puisque du coup, ils vont se retrouver dans une boucle d'économie circulaire fermée. Voilà donc la vidéo de 1083. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au cours de cette 4e session de la conférence Erasme Descartes. Nous sommes très heureux de constater que cette entreprise 1083, mais comme d'autres, œuvre dans le sens d'une industrie de textile durable et circulaire. Vous l'avez vu dans la vidéo, il est question de jeans conçus à partir de bouteilles plastiques recyclées. Cela nous a beaucoup intéressés parce que, en général, on parle de jeans en coton. Pendant le visionnage, nous nous sommes posé tout de même un certain nombre de questions. Nous nous demandons, par exemple, si ces jeans sont confortables et qu'advient-il de ces jeans lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Ceci étant dit, je voudrais maintenant vous présenter le thème Reuse and Recycle. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Je suis passionnée par ce thème, de même que d'autres jeunes talents. Donc la réutilisation devrait être la première solution. Une réutilisation, c'est plus facile et par conséquent, cela a également une moins grande empreinte sur l'environnement. Mais lorsqu'une réutilisation n'est plus possible, le recyclage est une bonne option. Nous pensons que la circularité est un aspect très important pour l'industrie du textile. Comme l'a déjà dit Michiel, les membres du panel ont tous quelque chose à voir dans l'industrie du jean. Le jean, c'est quelque chose que nous avons tous dans notre armoire. Et par conséquent, il faut également penser à l'eau de lavage. Le denim est une étoffe avec un mélange spécifique de coton et il y a cette couleur indigo. Et
il est relativement facile de le recycler. Et pour reprendre l'exemple de 1083, nous avons donc ces jeans de bouteilles de plastique à 100% recyclées. Nous pensons que c'est important. Pourquoi? Parce que l'émission de CO2 liée aux fibres recyclées mécaniquement est inférieure à celle des fibres recyclées chimiquement. Pour réduire la quantité des matières textiles jetées, il nous semble tout aussi important que des fibres recyclées d'origine textile soient utilisées dans de nouveaux produits textiles. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, à l'école supérieure de Saxion, mes collègues et moi-même étudions cet aspect dans notre nouveau laboratoire de recherche sur les textiles circulaires. Nous faisons des essais à petite échelle et nous essayons d'en arriver à des textiles recyclés à 100%. Nous donnons la préférence à un pourcentage élevé de fibres recyclées mécaniquement que nous mélangeons ensuite à des fibres recyclées chimiquement. Pour l'obtention d'un produit à forte valeur ajoutée, il est nécessaire d'ajouter des fibres recyclées chimiquement, car leurs fibres sont plus longues, pouvant ainsi améliorer la qualité des fils et des étoffes. Le recyclage est très important et il faudra également que nos pouvoirs publics en soient conscients. D'ailleurs, ils y sont sensibilisés, comme nous l'avons vu dans la vidéo. Nous avons le Denim Deal avec la House of Denim et pour nous, c'est une étape importante vers le textile circulaire. Après cette courte présentation du thème, je voudrais vous soumettre 3 questions que vous allez voir sur votre écran. Vous avez qu'est-ce qui rend le recyclage mécanique des jeans plus difficile? La fermeture éclair, le fil à coudre, l'élastane dans le tissu. Bien, pour le chat néerlandais, c'est le C. Pour le chat français, je n'ai pas encore les réponses. La bonne réponse est C, l'élastane dans le tissu. Parce que il y a beaucoup d'élastane c'est difficile de le couper en morceaux. Et puis, il faut penser par exemple, à la fermeture éclair. 2e question, quel pourcentage de déchets textiles est actuellement recyclé? A 13, B 25, C 37. La bonne réponse est le A, 13. Je vois les résultats sur le chat. C'est peu, certes, et nous espérons qu'à l'avenir, il y en aura plus. Dernière question. Quel est votre avis sur l'avenir de l'industrie du denim? Le jean circulaire entièrement recyclé, la location des jeans, autrement dit la réutilisation des jeans déjà existants sur le marché, le jean consigné avec récupération de la consigne en retournant le jean après usage. Je vois des réponses assez divergentes. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Beaucoup de personnes disent A, B et C. Évidemment, c'est formidable. C'est peut-être les 3 réponses combinées qui constituent la bonne réponse. Je vois que vous vous penchez sur la question et j'espère qu'à l'avenir, nous allons pouvoir ensemble rendre plus durable l'industrie du denim. Maintenant, je rends la parole à Michiel. Merci, Maud. Ou- Moi, j'ai vu il y a quelques années
cette annonce dans un journal où j'optais justement pour cette idée de consigne, tout comme pour les bouteilles, c'est-à-dire consigne sur les jeans. Eh bien, cette annonce dans le journal remonte à 4 ou 5 années, mais nous n'avons toujours pas cette idée de consigne pour les jeans. Mais peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons euh, ajouter. Nous allons passer maintenant à la table ronde. Nous avons Margot Chevalier qui participe. Nous avons 2 néerlandaises et une francophone. La première néerlandophone, ou le premier néerlandophone est Tony Tonard, qui a 25 ans à peu près, a eu son diplôme à l'École supérieure de Amsterdam, qui a changé de nom. Il s'est spécialisé dans la confection des textiles. Nous avons pu accompagner, il y a 26 ans, Tony Tonard dans la rédaction de sa thèse. Nous le faisions très souvent au bar. Il sera donc notre orateur. Nous avons un autre orateur, James Veenhoff, qui a une longue carrière dans la réclame. Vous avez ici une d'Amsterdam. Évidemment, l'image date d'il y a quelques siècles, mais vous voyez que c'est en indigo. Il se trouve au nord de la ville et à l'ouest, il y a le House of Denim qu'il a fondé il y a environ 8 ans. Il s'y est beaucoup, beaucoup engagé. Il voudrait que Amsterdam, et il y a réussi, que Amsterdam soit une des capitales du denim, des marques du jeans, pardon, la confection, la récupération, le lavage du jean. Puis nous avons Thomas Uriez, 1083. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Nous lui ferons une plus longue présentation tout à l'heure. Tony, vous êtes le premier orateur, Kings of Indigo. C'est une marque durable. Aujourd'hui, je porte un jean français, mais j'ai également des jeans de Kings of Indigo. Tony, je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tony Tonard. Et comme l'a indiqué Michiel, je suis ingénieur en textile et cela fait 18 ans maintenant que je travaille au développement de jeans durables, Coalici, qui était la première marque durable. Je travaille avec le coton biologique également. Il y a 9 ans, j'ai fondé Kings of Indigo, qui repose sur 5 piliers de durabilité. Je pense aux matières, le social compliance, la compliance sociale, le respect social de la durabilité, l'utilisation de l'eau. Et comme vous le savez, on utilise énormément d'eau pour la confection de jeans, quelques 9000 litres par pantalon. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a également l'émission de CO2, il y a également tous les produits chimiques dans la présentation. On a déjà dit qu'on produit de plus en plus de jeans. Des jeans, il y a 60% de jeans par rapport à 2000 qui sont à peine portés. Donc, Kings of Indigo, nous œuvrons dans le sens du slow fashion, le plus près de chez nous, de sorte que nous puissions respecter ces 5 piliers. Le plus grand problème, évidemment, c'est l'empreinte qu'il faut réduire lorsque nous utilisons toutes ces matières textiles. Nous y travaillons beaucoup. Nous devons utiliser évidemment du coton biologique ou du coton recyclé, mais nous utilisons 30% du coton recyclé et notre ambition est d'aller jusqu'à 70% de matières recyclées vers 2025. Et les autres matières qui auraient une empreinte comme très réduite, comme le lin, le chanvre, le tencel par exemple. Donc pas de nouveau coton, de sorte qu'on utilise moins de produits chimiques, moins d'eau. Puis nous travaillons également avec la Fair Wear Foundation,
afin de veiller à ce que les salaires soient décents. Nous travaillons avec les syndicats, nous avons des audits en Tunisie, Turquie, Grèce, Italie, en Inde, et nous veillons à ce que les employeurs et les travailleurs travaillent sur la base de conditions décentes. Donc une équité sociale. Il est évident que nous pensons à l'environnement essentiellement et nous avons tendance à oublier la dimension sociale. Il est évident que nous voulons un modèle circulaire. Tous les pantalons que nous concevons sont des pantalons qui peuvent être après démantelés, si vous voulez, et nous essayons également d'avoir des boutons et d'autres produits qui vont sur le pantalon et qui soient facilement recyclables, comme par exemple aussi les fermetures éclairs. Eh bien, nous allons de l'avant et de plus en plus vite. Nous voyons que l'industrie va également œuvrer dans ce sens. Il y a quelques années, l'industrie ne s'y intéressait pas, les fabricants ne s'y intéressaient pas et les consommateurs encore moins. Et je pense que maintenant, il y a véritablement lieu de se réjouir. Il y a le Denim Deal qui a été initié par le House of Denim. C'est une initiative fantastique. Nous sommes peut-être parmi les premiers et il va falloir également que ceux qui suivent assurent la durabilité. Cette année, nous avons lancé des jeans avec 50% de coton recyclé. En janvier, nous allons utiliser nos jeans entièrement recyclés, en coton. Donc, c'est une bonne étape clé pour nous. Nous avons également des expériences post-consommateurs. Il y a 5 ans, nous avons lancé une nouvelle initiative. Il y a 10 années, nous utilisions beaucoup plus de coton. Maintenant, nous ajoutons de plus en plus de chanvre. Eh bien, nous voulons continuer à innover. L'innovation est essentielle et il est également que les entreprises socialement responsables sont importantes pour l'avenir. Et je pense que en cette période de Covid, on prend un peu de recul, nous essayons de consommer d'une manière différente. Ce n'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais pour moi, c'est évident. Et je suis très heureux de constater qu'il y a des développements rapides, l'innovation technologique, le recyclage, une sensibilisation. Les gens sont de plus en plus intéressés par l'origine des produits qu'ils achètent. Il est évident qu'online, il y a à réfléchir également au transport des produits. Il faut également sensibiliser le consommateur. Il doit comprendre comment se dessine la chaîne de production d'un produit. Et nous voyons d'ailleurs qu'il est important de montrer chaque étape dans la chaîne de production, d'où vient le produit, où est-il lavé, comment est-il transporté, combien d'eau est utilisée pour chaque produit. Donc nous essayons d'être aussi transparents que possible et nous avons maintenant un système logiciel où nous utilisons également la technologie du blockchain où toute la chaîne de production devient tout à fait transparente. Là, le consommateur va pouvoir véritablement faire son choix. C'est donc un choix où il se sentira bien à l'idée d'avoir fait un choix complètement éclairé. Voilà, maintenant l'avenir est également entre les mains du consommateur. Merci Tony pour cette belle explication. Encore quelques images. Je donne maintenant la parole à Thomas Uriès. I took it as a challenge to clean this business up and show to the industry how you can do it in a different way. From recycled dry to organic vintage, no chlor. To produce a clean jean, the main pillars are social fairness, raw materials, and water management. For water management, we use as little water as possible in the production of the raw materials, the dyeing, and the washing of the garments.
For social fairness, we do audits in all our factories and being completely transparent where we produce and how we produce. And for the raw materials, we work with several materials which are all certified. I think it's perfect. We like to give the consumers an alternative to buy a clean and fair product. And we like to show the industry that it's possible to build a sustainable brand which is stylish, affordable and of high quality. I've been making sustainable denim since 17 years, starting from organic to recycled and towards a more circular approach. I see the world changing at the moment. It really excites me that I keep innovating and really strongly believe that by innovating we can get better and better and cleaner products. And I see everybody's ready for quality wear for the next era. Merci pour ce film qui montre l'expérience de Kings of Indigo, KOI. Nous passons en France. Vous avez déjà vu le film qui introduisait Thomas Suriez et sa marque 1083. Thomas Suriez également est effectivement le fondateur et le porteur de cette marque de jeans qui est entièrement fabriquée en France. Alors si vous voulez le trouver, vous devez aller à Romans-sur-Isère qui est dans le sud de la France, à la frontière de l'Isère et de la Drôme. Et en chemin, si vous allez de Pays-Bas vers la Drôme, en chemin vous passez par les Vosges. Et dans les Vosges, Thomas Suriez a repris un tissage, une filature et un tissage pour pouvoir pourvenir aux matériaux, aux tissus pour son jean. Et si vous vous souvenez, à la première table ronde, Frédéric Thureau a mentionné cette expérience qu'une marque, qu'un producteur de jeans, de vêtements, a dû reprendre son fournisseur pour pouvoir s'assurer de matériaux durables. Thomas, je passe chez vous, à Romans-sur-Isère. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous parlez. Je présente du coup 1083 en complément du film. Oui. Donc 1083, c'est effectivement une marque que j'ai lancée il y a 7 ans en financement participatif pour rapprocher les consommateurs des fabricants et les fabricants des consommateurs. Pour moi, le moyen le plus fort de faire consommer les gens de manière plus vertueuse, c'est de les amener au cœur de la fabrication. Peut-être il y en a parmi vous qui aiment le vin. Une même bouteille de vin, si vous l'achetez au supermarché, au même prix, elle vous paraîtra moins chère si vous l'achetez chez le vigneron et meilleure chez le vigneron que la même bouteille au supermarché. Et donc, toute cette dimension émotionnelle, je pense qu'elle est très importante pour donner un peu du corps et du cœur à nos idées. Parce que c'est super, l'écologie, c'est très rationnel, c'est très intelligent, c'est très important, mais ce n'est pas toujours très excitant de consommer moins et mieux. Et donc, il faut donner beaucoup de valeur au mieux pour remplacer le plaisir de la consommation massive et pas responsable par un plaisir plus puissant et plus éthique. Et donc pour ça, on a redéveloppé toute la filière en France, filature, teinture, tissage, coupe, ennoblissement, confection, délavage. Tout ça est fait en France de manière écologique, soit avec des fibres recyclées en polyester, comme on l'a vu sur notre jean Infini, le jean recyclé à 100%, soit sur des matières premières naturelles, bien entendu. 90% de nos jeans, en fait, ceux qui ne sont pas en polyester recyclé sont en coton bio. La seule étape qui nous reste à relocaliser, c'est la culture du coton en France. Alors, on a 2 stratégies pour ça. Soit on attend que le réchauffement climatique s'accélère et donc dans quelques années, on pourra peut-être planter et faire pousser du coton en France. C'est évidemment ce qu'on aimerait éviter parce qu'on a un gisement énorme de coton dans les pays consommateurs, dans les pays occidentaux, ce sont nos poubelles. Et donc l'idée, c'est de développer une technologie de recyclage des jeans pour en extraire le coton et refaire un fil et refaire un jean. Et donc cette technique, on l'a développée en labo, elle existe depuis 2 ans, ça s'appelle Mon Coton, pour fabriquer chacun son coton à partir de ses vieux vêtements. Et on est en train d'industrialiser ce processus de recyclage de jeans dans notre usine des Vosges, à Rue-sur-Moselle, qui est une usine de filature et tissage, donc, qui était notre principal fournisseur et qui était en difficulté il y a 2 ans, et qu'on redresse avec toute l'équipe sur place. Et donc notre idée, c'est de développer des filières multilocales, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que 1083 grandit, on régionalise la production en France pour continuer de développer la proximité. Et
comme on nous interroge beaucoup sur l'export, nous, on ne trouve pas plus intéressant d'acheter en France des jeans chinois que de vendre en Chine des jeans français. Donc, ça ne nous intéresse pas d'exporter nos produits. Par contre, développer des concepts 1083 partout où des gens s'intéresseraient à redévelopper des filières locales, ça serait super excitant. On pourrait imaginer un jean belge en Belgique, un jean hollandais en Hollande, un jean allemand en Allemagne, tout ça avec une démarche de proximité et de co-construction pour unir nos forces afin de bâtir une filière de production de jeans responsable partout dans le monde. Merci Thomas Hurier pour cette présentation. Il y a donc cette intégration verticale, me semble formidable. Comprendre la chaîne de valeur, raconter une histoire forte aux consommateurs. Thomas Hurier habite dans la Drôme, pas loin du Châteauneuf-du-Pape. Et en fait, il y a beaucoup de parallèles entre l'habillement et le vin. Pourquoi? Parce qu'il y a le goût, il y a l'émotion, et pour cela, il faut développer les choses. Il y a le processus du lavage, certes, mais il y a toutes sortes d'étapes iconiques. Et avant la pause, je voudrais donner la parole à James Feinhoff, qui se penche précisément sur l'histoire du denim, du jeans. Il a un amour pour son métier. Il est à la base d'un projet collectif, House of Denim, mais il a entrepris beaucoup d'autres étapes à Amsterdam, et qui, mieux que lui, peut en parler. James Feinhoff. Merci, Michiel. Bonjour à toutes et à tous. James Feinhoff, Amsterdam. Je suis un des fondateurs de House of Denim, une fondation qui se penche spécifiquement sur les développements dans la branche du denim. Je voudrais Towards a Brighter Blue. En Amsterdam, nous avons compris qu'il y avait quelque chose de spécial, c'est-à-dire un écosystème de marques mondiales qui s'occupaient déjà de durabilité, d'autres qui avaient des marques peut-être très fortes, Jeanstar, Calvin Klein et d'autres. Et toutes ces marques ont compris il y a 10 ans qu'il se passait quelque chose de spécifique. Et il est évident que cela entraîne également des responsabilités. Nous avons compris que dans notre chaîne, il se passait des choses qui n'étaient pas bien, la pollution, les sources d'approvisionnement. Alors, nous avons compris qu'il fallait coopérer pour non seulement il fallait se débarrasser de cette pollution, il fallait travailler ensemble pour avancer. Vous avez ici Towards a Brighter Blue. Nous voulons améliorer l'industrie. Nous voulons en arriver à une nouvelle génération, le Bright Blue Talent. Autrement dit, nous devons tous œuvrer pour rendre cette industrie plus propre. Voilà, vous avez le Jean School avec déjà 6 années de développeurs qui ont été diplômés, qui se sont lancés dans le monde. Et ce que nous faisons notamment, c'est dire les choses, expliquer les choses, et ce qu'il convient de faire, disais-je, pour réutiliser et recycler. Premièrement, il faut faciliter les choses. Je crois que les 5 piliers de la durabilité ont déjà été mentionnés. C'est vrai que le consommateur a du mal à choisir le bon jean, easy to buy, facile à acheter. C'est
important pour le consommateur, mais chaque étape dans la chaîne doit être facilitée et ceci n'existe pas. En fait, les tisserands ne savent pas quelle matière, les acheteurs ne savent pas très bien non plus. Et bien pour cela, il faut se réunir, il faut discuter. Vous voyez également Tony sur cette photo, Tony Tonard, et nous ne devons pas rendre les choses obligatoires ou les rendre difficiles. Il faut aller vers le plaisir, towards pleasure. À quoi correspond le vrai jeans? Nous devons euh, peut-être également insister sur l'aspiration plutôt que euh, la faute. Voilà, vous avez commis une faute en utilisant tel jean. Non, au contraire, il faut faciliter le plaisir de l'achat du jean. Et lorsque vous voulez une véritable chaîne circulaire, il faut réfléchir au début et à la fin, l'alpha et l'oméga de la chaîne, mais il faut également les rassembler. Il va falloir développer des capacités, des machines, il faut investir, il faut également définir de nouvelles normes. Et la nouvelle norme, nous avons déjà le Denim Deal, nous avons 1083. Et je voudrais également euh, débarrasser des labels de polyester. C'est quelque chose qui n'existe pas encore dans le Denim Deal, mais je voudrais aller dans ce sens. Donc, il faut travailler ensemble, coopérer, mais nous allons pouvoir faire une énorme étape en avant grâce à la formation. Regardez ici une illustration. Nous voulons utiliser les jeans néerlandais comme matière première pour de nouveaux jeans. Et là, nous travaillons ensemble aussi avec Kawi Kings of Indigo. Vous regardez ce petit bonhomme qui plaide pour le recyclage. Eh bien, faisons cela avec enthousiasme, avec joie et faisons cela tout au long de la chaîne. Voilà donc mon temps de parole est peut-être épuisé, mais j'espère avoir contribué à la discussion. Merci, James. Juste pour les Français, vous avez vu quelques images. La dame en orange était la secrétaire d'État qui nous a parlé il y a 20 minutes. Et le monsieur à côté, avec sa chemise un peu de ma couleur, est le Premier ministre qui non seulement va à vélo à son boulot, mais parfois porte un jean les week-ends. De laatste sprekende op de tafel is altijd in de rondtafel Dernier is altijd orateur, onze jeune talent, de agitator. jeune En Margot Chevalier talent, geef ik graag het woord. Margot Chevalier, Zij, notre is Nederlands, agitateur. maar zit nu ook in Frankrijk, want zij loopt Elle est stage daar. en France, elle est néerlandaise, elle fait un stage Maar zij zal het Nederlands spreken. en France. Zal Elle even haar afdronk s'adressera geven, ook even à een nous en trap geven, zeg néerlandais maar. et puis donner également un bon Een coup de trap pied, geven voordat wij plutôt een sens korte figuratif, koffiebreak hebben. à ce thème. Margot, je vous cède la parole. Quelle est votre réponse comme jeune talent? Vous êtes étudiante chez Euromatériaux à Tourcoing. Ce n'est pas très très loin de Roubaix. Merci, Michiel. Eh bien, je voudrais aller un peu plus loin. Cette mission qui nous a été expliquée par James, eh bien, je voudrais démarrer la discussion tout à l'heure en parlant de gestion de chaînes d'approvisionnement circulaire. C'est vrai que les choses ont commencé avec le Denim Deal. Nous avons le Green Deal en Europe. Eh bien, moi, je voudrais aborder cette question avec les trois orateurs. Je suis d'avis qu'il faudrait intégrer le recyclage dans cette chaîne. Et je pense qu'il faudra revenir sur le post-consommateur et le pré-consommateur. Euratex est une superbe initiative qui va vers les hubs de recyclage en Europe. Il faut récupérer, collecter, trier tous les déchets textiles et j'espère que tous ces matières vont pouvoir être l'objet d'ennoblissement également, ajouter de la valeur à ces matières. Qu'en pensez-vous et comment pouvons-nous réaliser tout cela dans un avenir assez proche? Parce que moi, je voudrais plus de recyclage de jeans. C'est vrai que c'est encore un peu compliqué
Et j'espère qu'on va pouvoir le faire au niveau régional et intra-régional. J'espère que nous allons pouvoir beaucoup plus coopérer dans ces chaînes d'approvisionnement. Dankjewel Margot. Ik had al Merci aangekondigd, Margot. er is even een J'avais koffiebreak. annoncé Die une break petite gaat 5 pause minuten café duren. qui va durer 10 5 minutes minutes. Ik heb al gezegd, er is jusqu'à geen 10h20. koffieapparaat. Il n'y a Dus pas si la u wilt, queue om 10 à la machine à uur café. Donc, 20 je de vous voix retrouve avec à plaisir à 10h20, donc pas 10h20. 10h83, mais à 10h20 pour une brève pause café et ensuite nous entamons la discussion entre les orateurs et par le biais du chat, vos questions que je poserai en votre nom à nos orateurs. Donc je vous revois dans 5 minutes à 10h21 precies. 10h21. 10:21, eind van de pauze. Neem een goed kop koffie en ik zie u zo weer terug.
Welkom terug. Rebonjour. We gaan door met de Nous ronde tafel met poursuivons. sprekers, één jeune Table talent ronde, en uw 3 vragen orateurs, via de chat. jeunes talents, Ik ga vos dat weer in questions sur le twee chat. blokken doen. Ik wil Et even je wat le meer ferai technische en 2 étapes, diepgang comme la semaine hebben, zodat we dernière. een beetje begrijpen wat Je de voudrais verschillende passer à l'aspect concepten van plus de technologique, merken technique. die Je we aan voudrais tafel hebben en wat comprendre belangrijk les is. différences Vervolgens in de het tweede blok hebben we daar wat concepts. meer op dat Et green puis une denim, autre wat heel étape even de où politiek nous verder pourrions parler schrijven. de green denim et toute la politique En eigenlijk mijn eerste en vraag matière om de iets meer scherper te coton krijgen ou en bij matière Tony de denim. en bij Thomas, is de vraag Tony et over Thomas, de je vous adresse ma question. keuzes van Quant hoe au kies je nou choix voor een product que dat vous mensen faites, houden, comment wat een choisir lange un levensmaat en wat produit recyclebaar is? qu'aiment Wat les is gens, belangrijk? Wil qui je een est product dat blijft durable hangen, et qui lang peut être levensduur, recyclé? Est-ce qu'on peut faire un produit afgesloten product qui va durer en longtemps, anderzijds dat ook zeg mais maar qui recyclebaar peut is? également être Tony recyclé? eerst en dan Tony Thomas. peut-être, ensuite Thomas. Je pense que ça commence par le choix des bons nos sources, les personnes qui connaissent beaucoup mieux la technique. Il est évident qu'il faut d'abord bien choisir son fournisseur. Nous faisons des choix de production aussi près de chez nous. Le jeans est un article, c'est un travail, c'est un article de travail et qui est censé être durable et être porté longtemps. Eh bien, pour qu'un jean soit plus fort, eh bien, il faut une étoffe de bonne qualité, de bons boutons, de bonnes étoffes, bien entendu. Nous utilisons de bons fournisseurs et puis, il faut que le processus de production soit bien, la bonne taille, la bonne coupe. Et lorsque vous avez un jean de bonne coupe, eh bien, vous allez forcément le porter longtemps. Pardon. Il est important aussi d'utiliser des jeans qui n'ont pas été lavés ou on n'a pas utilisé des matières chimiques. Tout cela me semble essentiel. Il est évident que la plupart des consommateurs aiment bien le look du jeans porté. Eh bien, lorsque vous arrivez à un bon choix, une bonne fabrique qui adhère au fair wear, eh bien, un jeans durable peut être très beau, une marque cool, et comme l'a dit James, il faut être d'abord positif, avoir de l'humour. C'est ainsi que nous entraînerons nos consommateurs qui choisiront la qualité et pas uniquement le prix. Value for money. Autrement dit, vous allez choisir un jeans Dank u, Tony. qui Je est de passe à bonne Thomas. La valeur. question est déjà posée en néerlandais, mais juste pour vous guider, comment est-ce qu'on combine la recyclabilité, une durée de vie acceptable et un produit qui est, que les gens aiment, hein, donc, lesquels que les gens tiennent à cœur? Oui, ben, il faut simplement en faire un élément essentiel de son cahier des charges. C'est sûr que c'est plus facile et moins cher de faire un jean de mauvaise qualité fabriqué par des enfants sans tenir compte des enjeux de l'environnement. Donc c'est un sureffort quelque part qu'on doit faire pour respecter les gens, respecter l'environnement et faire un produit de qualité. Et donc c'est tout à fait possible à la condition d'en faire son important. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire un jean respectueux de l'environnement et des gens que d'envoyer une fusée sur la Lune. C'est juste qu'il faut s'y atteler. Et donc pour ça, il faut intégrer ces enjeux-là en haut de son cahier des charges, en faire son essentiel, ne pas s'autoriser à redescendre sur ces sujets-là. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus d'argent peut-être. Pour le consommateur, c'est un petit budget en plus aussi parfois. Mais comme son jean dure plus longtemps, et bien en fait, tout le monde s'y retrouve. À la condition, comme le disait la personne juste avant moi, que ce soit cool, que ce soit fun, que ça donne du sens pour les consommateurs, et donc que l'éventuel surcoût d'achat soit compensé par des émotions et du plaisir. Margot, jij gaf in je verhaal aan die verschillende Margot, waarden rond het vous avez spijkerbroek. indiqué Je les zit ook dicht bij différentes het techniekmargot valeurs, mais il Hoe est zie jij die évident que combinatie van vous parlez functionaliteit également en de duur, technique. het product Comment binnen wat je voyez-vous draagt ce en ook de mélange de recyclebaarheid? Is dat durabilité mais de la samenwerken of dat recyclabilité? samen kunnen gaan? Est-ce qu'on peut combiner les deux?
ou est-ce contradictoire? Oui, c'est peut-être contradictoire encore maintenant, mais j'espère que grâce à de nouvelles innovations, on pourra faire les deux, comme l'a dit Tony tout à l'heure. Ou bien vous choisissez quelque chose qui est à la mode, qui peut être à 100% recyclé, qui pourra être recyclé, certes, mais quelle est la qualité de ce produit? Moi, je voudrais un monde où on aurait du denim à 100% recyclable. Et là se pose la question de savoir comment en faire un nouveau produit dont la qualité est aussi bonne, où le tissage est de la même qualité, avec les mêmes émotions et la même durabilité. Je sais bien qu'il y a déjà quelques projets en cours, comme par exemple les jeans post-consommateurs, Biocell, Tencel, avec Viscose, mais pour avoir un mélange qui pourra être recyclé plus facilement, mais sans abandonner la qualité et par conséquent assurant également une Even voor de durabilité. kijkers thuis, ik vraag de vraag even door. Eh Tony, bien, Tony, kan je dat? pose la question à Tony. Est-ce Recyclen jeans? possible des Kun jeans je à eeuwig 100% recyclen of recyclables? is daar toch Est-ce een que l'on eind aan? peut éternellement recycler? À l'heure actuelle, ce n'est pas encore possible parce que chaque processus de recyclage va raccourcir la fibre. Mais comme je l'ai déjà dit, nous lançons un programme de production de jeans à 100% recyclés. Nous portons tous ces jeans, ils ne s'éraflent pas et il est évident qu'il y a quelques années, ils auraient rétréci, se seraient déchirés. Maintenant, ce jeans est confortable et c'est en plus un jeans à la mode. Donc, on se rapproche de ce but. L'innovation technologique, industrielle est importante, mais tout aussi important est la sensibilisation du consommateur. Un message positif est important. Puis la traçabilité est tout aussi importante. C'est possible. La technique avance tellement vite et c'est fantastique de voir l'avancement de la technique. Par exemple, l'utilisation du coton biologique, les jeans recyclés, la qualité du denim est assurée et on se rapproche de plus en plus de l'objectif. Et ce serait vraiment le jean ultime, si je puis dire. Thomas, vous avez un tissage, une filature, donc vous êtes près de la technique. Et quel est le point à l'horizon pour le recyclage du jeans ou l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication du jean? Quels sont les pas suivants qu'on peut concevoir? Alors nous, on a réussi à faire un fil à 100% recyclé, issu du recyclage des vieux jeans. Ça demande deux choses pour y arriver. C'est qu'en fait, généralement, dans le recyclage textile post-consumer, on considère qu'il faut tout mélanger les vêtements et après on les effiloche. Et comme tout est mélangé, ça fait un ensemble tellement hétérogène qu'on n'arrive pas à faire un effilochage qualitatif. Et donc, du coup, pour éviter d'avoir un effilochage de mauvaise qualité, nous, on s'est spécialisé dans le recyclage du jean, où on a développé une technologie qui permet de détisser des jambes de jean. Donc, ça permet déjà de se spécialiser sur un type de produit à recycler. Et ensuite, la deuxième stratégie qu'on a revue, c'est que généralement, ceux qui font du fil recyclé, ils essayent de noyer des fibres recyclées dans des fibres neuves pour avoir des fibres plus longues et limiter l'impact négatif des fibres recyclées qui sont plus courtes. Nous, notre démarche n'est pas de rajouter des fibres longues, mais elle est d'éliminer les fibres courtes du gisement recyclé. Et en faisant ça, on ne recycle pas toutes les fibres recyclées. Par contre, on peut refaire un fil uniquement composé de fibres recyclées. Alors ça marche en labo. Maintenant, on est en train de l'industrialiser, c'est-à-dire de faire ça non pas en kilos, mais en tonnes. Et donc, ça demande de revoir la dimension de tout ce processus-là pour le faire de manière efficace et concurrentielle du prix du coton traditionnel. Notre principale difficulté, c'est que ça fait des millénaires
qu'on optimise la culture du coton dans le monde. Et ça fait seulement quelques années qu'on étudie la production de coton à partir du recyclage. Donc, on a comme ça un grand écart de productivité à compenser. Et il n'y a que par la recherche et l'acharnement qu'on réussira à passer le cap. Et pour ça, toutes les coopérations sont évidemment les bienvenues parce que ce qu'on fait nous en France, on peut le faire à Amsterdam sans difficulté, certainement, soit en mutualisant nos moyens, soit en se partageant de bonnes pratiques. Et c'est comme ça que petit à petit, on remplacera le coton conventionnel par des jeans 100% recyclés et de qualité. Merci Thomas. J'avais encore une question suivant à votre introduction. Vous avez parlé d'un rêve d'un coton français. Mais nous avons en Europe encore du coton. Nous avons un coton grec éventuellement, un coton espagnol. Est-ce que c'est une alternative sérieuse? En fait, moi, ce n'est pas la notion de pays qui m'intéresse, c'est la notion de distance. Quand on est loin les uns des autres, on est irresponsable. C'est-à-dire qu'on n'est pas en responsabilité. Le Rana Plaza s'effondre au Bangladesh, ça nous émeut 1 heure en France et en Hollande. Par contre, si c'était un immeuble à Amsterdam ou à Paris qui s'était effondré, on serait tous encore en train de pleurer. Encore pire si c'était de la famille à nous. Donc, c'est top que l'on produise du coton en Grèce ou en Espagne, et c'est vrai. Mais si on considère qu'on veut développer des filières locales, alors il n'y a pas assez de surface agricole en Europe pour produire des vêtements qui sont consommés en Europe. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable avec cette filière-là de s'autosuffire en quelque sorte. Par contre, il y a un gisement qui est énorme et que l'on gagnerait à développer, c'est le gisement des déchets. Parce que là, pour le coup, autant si on développe le coton partout en Europe, eh ben, on va peut-être enlever des champs qui font de l'alimentaire pour faire du coton. Où est la priorité? Et autant, donc pour moi, ça n'a pas de sens de massifier la culture du coton en Europe. Par contre, massifier le recyclage des poubelles et des vieux vêtements, ça a du sens parce qu'on croule sous les poubelles. Et donc, si on trouvait un moyen de les diminuer, eh bien, en fait, ce serait un progrès et en termes de déchets et en termes de production. En effet, mieux utiliser les poubelles, c'est quelque chose que nous avons entendu la semaine dernière. Pascal Denisard qui nous a déjà parlé de l'utilisation de ce qui se trouve dans les poubelles. Et puis, on peut également en faire du viscose, comme nous l'avons vu la semaine précédente. En ook de jeans met statiegeld. Tony, hoe kijk jij daar tegenaan? Van een product dat je huurt en teruggeeft? Geluid.
Thomas, le jeans en location, vous y croyez? Qu'on ne possède pas, on l'emprunte? Pas tellement. Ou alors c'est un peu tôt. Je n'y crois pas parce qu'en fait, la location, c'est pertinent quand on a un besoin court, je dirais. Or, un jean, le sens d'un jean, c'est de le patiner, c'est de l'user. Et donc, plus on l'a, plus il nous plaît et plus il nous appartient. Et donc, nous, la pirouette qu'on a trouvée, c'est pas de le louer, c'est de le consigner. C'est-à-dire qu'on le vend, il appartient au client et à la fin de la vie, quand il veut s'en séparer, il nous le rend et on lui reverse sa consigne. Ça revient au même au final parce qu'en fait, le seul enjeu de la consigne ou de la location, c'est d'être certain de le récupérer en fin de vie. C'est que le metteur en marché reste responsable de la fin de vie du produit qu'il a émis. Donc en fait, il y a deux chemins pour ça. Pour moi, pour la mode enfant, par exemple, comme un enfant porte très peu un vêtement, là, ça peut faire du sens de le louer parce que l'usage est court. Par contre, pour un usage long comme pour un adulte, on pense que la consigne est plus adaptée. Après, ça, c'est valable en 2020. Peut-être qu'en 2021 ou 2022, les comportements des consommateurs vont changer et la location va s'imposer. On ne sait pas. Dank je, Thomas. Margot, we hebben even een aantal vragen van jou verder uitgediept. Hè? Dat dilemma recycling versus levensduur, het houden van het product. En de vraag is ook van ja, hoe verder? Want je kunt experimenteren. Hoe schaal je op? Margot, aan jou. Ja, hoe schaal je op? Dat is echt samenwerken met meerdere partners op regionaal, maar meteen ook Europees niveau, denk ik. Ik was nog van de week nog bij Minot Recyclage van Le Relais hier in Frankrijk. Die shredden eigenlijk bijna het hele textielafval van Frankrijk wat gerecycled wordt tot isolatiemateriaal shredden. En zij kwamen echt tot de conclusie van oké, het is met de klant kijken wat hij wil voor eindtoepassing, of we dan lange vezels kunnen behouden en dat daarna dus goed kunnen weer spinnen tot een nieuw spijkerbroek. Dus ja, hij gelooft echt in een grote opschaling mogelijk. Ik denk dat Thomas Hurrier hier ook mee bezig is met verschillende Franse partners, ja, om toch ook een beetje een Franse productie te kunnen krijgen, maar wel circulair met textielafval, shredden, weer spinnen. Dus ik denk wel dat het mogelijk is, maar ja, je ziet dat het nu nog wel moeilijk is, omdat het vooral op kleine schaal wordt gedaan en dat betere samenwerkingen nodig zijn om dat op industriële schaal te kunnen opzetten. Dankjewel. Ik krijg ook vragen uit de chat. We hebben het gehad over van het product houden. De customized jeans, dus de jeans op maat, is dat een ontwikkeling die ook zeg maar, die hechting van de consument aan het product versterkt? Is dat een weg? Tony eerst en dan Thomas. Ja, ik denk dat het geweldig is. Ik denk hoe meer een jeans van jou is, voor jou gemaakt heeft. Sowieso de pasvorm van een jeans is essentieel om ervan te houden en elke dag weer te willen aantrekken. Dus ik denk als je door customized jeans de pasvorm zo kunt aanpassen op jouw lichaam, dat dat fantastisch is. Complètement adapté à votre corps. Et à Denim City, par exemple, il est produit au niveau local. Et par conséquent, on peut totalement l'adapter aux consommateurs. Et il peut être produit localement et rendu durable. Pour moi, c'est devenu un produit unique. Vous avez votre label. Tout cela me semble intéressant pour les consommateurs. Évidemment, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais il vaut peut-être mieux dépenser un peu plus d'argent et garder ce modèle unique plus longtemps. J'ai eu la question du jeans sur mesure, à la taille du consommateur. Est-ce que c'est une tendance intéressante à développer? Pourquoi pas? Je pense que ce n'est pas le cœur du marché. Par contre, c'est un super levier pour rapprocher le consommateur et le fabricant. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant. Plus que le sur-mesure, à mon avis, il y a peut-être un sujet sur la personnalisation. C'est-à-dire choisir des éléments de décoration, des délavages. Avec notre système laser, on peut imaginer recevoir dans nos magasins nos clients et leur proposer de délaver dans le magasin
sur le laser qu'on pourrait mettre dans le magasin leur jean avec le motif qu'ils souhaitent. Ça, ces choses-là, j'y crois pas mal. Le sur-mesure en tant que tel, je pense que ça viendra plus tard et que c'est une niche de marché. James, even naar jou, want we hebben jou gezien James, in jouw inleiding met à een vous. aantal mooie foto's. Nous avons vu quelques belles photos dans votre présentation. Ce qui est important, c'est que Out of DESIM a formé pas mal d'étudiants, mais la question que posent les auditeurs, comment amener les étudiants à réfléchir à la durabilité, le design pour le recyclage, comment ça se passe dans une école, dans une classe d'école? On a vu d'ailleurs le Premier ministre Mark Rutte. Alors, comment ça se passe? Eh bien, revenons un tout petit peu en arrière. Il y a 10 ans, nous avions exprimé le souhait de changer le monde, et du moins le monde du jeans. Des experts se sont réunis. D'ailleurs, les experts ont tendance à se réunir pour répondre à la question de savoir comment on allait le faire. Et puis, s'est posé la question de la formation, de l'éducation, de l'entreprise. Eh bien, nous avons commencé par l'éducation, la formation. Nous avions un workshop, un atelier d'experts et nous savions pas vraiment ce qu'il fallait enseigner. Aux Pays-Bas, il y a pas mal de marques de qui ne font rien. Il faut d'abord de bons partenaires pour la production. Ces partenaires sont en Turquie, Tunisie ou encore plus loin, un peu en Espagne ou en Italie. Donc, les marques et les experts se sont à nouveau réunis pour le Jeans School et où on passe du magasin au recyclage. Mais la question qui se pose est de savoir comment assurer la durabilité, le processus de production du jeans durable. Et nous en sommes arrivés au Jeans School, l'école du jean, mais c'est une chaîne qui va bien au-delà. Et nous partons nous partons du principe que, eh bien, former les jeunes, c'est pas surprenant. Ce sont des jeunes qui estiment que ce n'est pas du tout étrange. Il faut les personnes justes, il faut des participants, des partenaires appropriés comme KOI, Kings of Indigo. Donc là Jullie hebben aussi, alle il y a drie in coopération. jullie Les inbreng aangegeven hoe belangrijk het is om die consument Il beter est te informeren. important également de mieux informer le consommateur. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu il y a quelques semaines. Beaucoup de consommateurs veulent consommer de manière plus durable, mais ont l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment bien informés. Cette question est pour Tony et Thomas. D'abord, Tony, comment mieux informer le consommateur? Comment le faire participer à ses choix? L'amener à faire de meilleurs choix? Très bonne question, Michio. Par le passé, le consommateur n'était pas intéressé. Bah, en fait, autrefois, nous n'informions pas le consommateur, c'était contre-productif. Ils avaient l'impression qu'un produit durable n'était pas cool et franchement n'avait pas une très grande qualité. Mais il est évident que la mentalité, l'esprit a changé même chez le consommateur. Au début, nous avons fait l'erreur. Moi, je suis évidemment d'esprit technique, j'ai une formation technique et moi, j'ai envie de partager toutes ces connaissances et toute cette expérience. James m'a dit un jour, Tony, tu es super bon lorsque tu parles pendant 10 minutes, mais un pitch d'une seconde, tu n'y es pas encore là. Euh, et il faut parler en langage compréhensible au consommateur pour mieux l'informer. Le consommateur est intéressé, veut être informé et y a maintenant des moyens de communication numériques. En utilisant Instagram, en utilisant des vidéos, nous pouvons informer le consommateur et rendre visible toute la chaîne de production, des vidéos, des photos accompagnées de textes qui expliquent ce qui se passe à partir de la récolte du coton jusqu'au port du jeans. Je pense que le message est très clair et il est tout à fait important qu'il y ait des normes, des benchmarks au niveau
mondiale. Parce qu'après tout, la durabilité, c'est un terme utilisé de manière tellement générale, de sorte que la durabilité, ça ne signifie plus rien. Il faut définir des normes très claires. Et c'est vrai pour l'achat d'une machine à laver, d'une voiture. Tout cela peut être accompagné de notes ou bien d'avis d'autres consommateurs. Eh bien, si nous y arrivons, si nous pouvons noter, par exemple, tous ces achats, et moi, je reviens à mes 5 piliers de Kings of Indigo. Évidemment, c'est limité à notre marque. C'est un message très simple. Lorsqu'un client arrive dans le magasin, eh bien, il faut qu'il comprenne que ce produit dans mon magasin a été fabriqué en respectant l'empreinte environnementale, en respectant l'équité sociale. Eh bien, lorsque le consommateur peut comprendre tout cela, eh bien là, vous allez véritablement susciter l'intérêt du consommateur et ça va l'aider dans ses décisions et des décisions justes. Dank je, Tony. Ik zag Merci, James Tony. heftig Ah, heen en je weer vois schudden, que zowel ja of nee. James Even wachten, James. Ik wil eerst Thomas even acquiesce, horen. Thomas, mais comment avant de donner peut-on la mieux parole à informer le James, je donne la consommateur parole sur des à choix durables? Thomas. Comment faites-vous ça et quels sont pour vous les pas suivants dans une meilleure information du consommateur? Alors nous, on essaie de tout dire. On le fait de plusieurs manières. Sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, on dit tout. Nos fournisseurs, nos marges, nos matières premières, nos salaires. L'idée, c'est vraiment d'engager un maximum le consommateur en le mettant au cœur de notre projet de filière et au cœur de notre projet d'entreprise. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle Remade en France et qui explique toutes les coulisses, les difficultés et les opportunités qu'on a découvert en travaillant sur ce projet-là depuis 7 ans. Et puis enfin, on fait visiter nos ateliers, c'est-à-dire que tout est fait pour faire se rencontrer le consommateur et les couturières, les couturiers, les tisserands, pour que du coup, chacun comprenne le sens qu'il y a dans son geste, le geste de travailler, de faire du travail de bonne qualité côté fabricant et le geste d'acheter des produits de qualité côté consommateur. Et quand on fait rencontrer ces gens-là, eh ben, ça fait de la magie, ça fait qu'on grandit. Ok, mais juste pour préciser, parce que Tony a repris le reproche que lui fait parfois James, informer en 10 minutes ou en 1 heure, c'est une chose, mais parfois le consommateur veut voir en une fois, en un logo, en 1 seconde ou en 10 secondes qu'un produit est OK ou n'est pas OK. J'ai la solution. Par contre, vous me laissez 2 minutes, il faut que j'enlève mon pantalon pour vous montrer parce que j'ai pas de jean. Donc je reviens et je vous montre. OK, je passe à James. James, Thomas gaat even laten zien hoe zijn spreekboek heel bondig en Bah, jij kwam met die uitspraak va nous montrer son jeans, mais il faut qu'il l'enlève pour cela. L'histoire de formuler les choses en 10 minutes ou en 1 seconde, quelles en sont les possibilités? Quelle est la voie à suivre? Eh bien, je pense que les autres industries nous peuvent apprendre des choses. On a parlé d'achat de maisons ou de voitures, de même que dans l'industrie alimentaire. Et il y a maintenant la promotion de l'alimentation biologique et pas uniquement macrobiotique. Il n'y a que très peu de personnes qui veulent du macrobiotique. Mais c'est vrai que dans le supermarché, on regarde quels sont les produits biologiques. Moi, je suis pour quelque chose de très simple, des normes internationales, des labels qui seraient un résumé de ce que représentent toutes les marques individuelles, de sorte que on puisse voir d'un coup, d'un seul, que ce pantalon a 1, 2 ou 3 étoiles. Et là, on peut faire son choix. Hier, moi, j'ai vu les résultats d'une enquête de l'université de Groningen. Il s'agit là d'une psychologue qui a fait une enquête qui montre que l'information, autrement dit des notes 1, 2 ou 3 étoiles, a une possibilité de contribuer ou d'influencer l'achat. En principe,
ça va changer le comportement, il faut voir maintenant dans la pratique, mais l'information et l'émotion doivent avancer la main dans la main. Nous disposons déjà de beaucoup d'informations et la plupart des gens se disent: «Oh là là, cette avalanche d'informations». Mais il faut également, que c'est bien le low code, feel good, mais il faut se demander également si mon cul, se porte bien dans ce pantalon. Mais il faut aussi se dire que, nous allons rendre les choses un peu trop difficiles pour faire un choix positif. Pourquoi? Parce que l'information, n'est pas suffisamment bonne. Donc c'est, avec les personnes du marketing que nous allons devoir, contribuer à rendre les choses Merci, plus James. faciles pour un choix Alors moi, éclairé. étant lié à la université agricole de Wageningen, grande université avec une grande tradition agroalimentaire, j'ai effectivement des collègues qui travaillent à des systèmes simplifiés d'informer le consommateur, donc avec un ou deux, ou trois étoiles ou avec des petites couleurs. Mais Thomas, entre-temps, vous avez eu une pause technique qui peut nous permettre de nous informer de l'information simplifiée dans votre pantalon. Alors on voit le haut du corps, heureusement. Oui, Thomas, à heureusement, vous. vous avez que le haut. Le reste est secret défense. J'ai dû enlever mon jean pour vous montrer ce que l'on fait. Deux choses. Déjà, sur l'étiquette principale, avec la taille, on a au dos un QR code qui permet de voir qui fabrique le jean. Et surtout, notre jacqueron, le jacqueron à l'arrière du jean, c'est un carré rouge. Et à l'intérieur du jean, dans ce carré rouge, il y a indiqué toutes les étapes qui sont faites en France. Donc, c'est écrit dessiné en France et c'est coché filé en France, teint en France, tissé en France, coupé en France et cousu en France. Et en mettant ces simples étapes sur l'étiquette, en indiquant par une coche où elles sont faites, on permet deux choses. Déjà, on est totalement transparent et donc ça permet de se rendre compte aux clients que c'est vraiment fait en France. Et le deuxième élément très intéressant, c'est que ça permet aux consommateurs de découvrir ces étapes parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire le tissage, la filature, la teinture, l'ennoblissement. Et du coup, nommer ces étapes, c'est une manière de donner de la valeur ajoutée au jean et de donner de la visibilité à toutes celles et ceux qui, en atelier, ont fabriqué ce jean. Et maintenant, je vais remettre mon jean. Merci Thomas. Thomas, je vais repasser à un orateur néerlandais, ce qui vous permet de faire votre changement technique. Tony, ik ga even terug naar jou. Want Tony, wat je zag bij je reviens vers Thomas vous. is enerzijds Ce een que vous avez vereenvoudigde vu chez informatie Thomas, zelf, c'est une maar information heeft het voordeel simplifiée dat hij alleen maar sur le Frankrijk pantalon. verkoopt. Dus hoeft ook maar één Et taal te hebben. il est Merk évident dat u het in que heel comme il Europa vend en verkoopt. Dus France, al die c'est talen op en het etiket une seule hebben. langue. En Si als vous je le alleen maar vendez één ailleurs en taal is het Europe, makkelijker. il En va wat je ook falloir zag is ces een indications dans QR-code, toutes les waardoor langues je zeg de maar l'Europe. via die QR-code Et inscannen meer informatie vous kan avez krijgen. également le Is dat barcode qui vous donne een également interessante d'autres benadering? Doe je dat informations. ook? Est-ce que ceci est une approche intéressante? Est-ce que Wat tu leer fais jij ça toi hiervan? aussi? Qu'est-ce que tu as appris de cette explication? Tony, geluid? Ça me semble super intéressant. C'est vrai que nous y travaillons en ce moment. Nous ne montrons pas de code QR, mais sur notre site web, nous montrons d'où vient le coton, quelles sont les certifications, quelles sont les fabriques qui ont lavé ou cousu. Donc, vous voyez tout de même les différentes opérations. J'en reviens à cette traçabilité. Nous penchons également avec Alexia pour voir s'il n'y a pas des possibilités de logiciels ou de passer à des certificats et pourquoi pas un code QR ou alors une puce qui permet aux consommateurs de suivre toute la filière, des photos, des champs de coton, la fabrique. Tout ceci, ce sont des explications pour le consommateur. Nous n'y sommes pas encore arrivés. C'est formidable que vous l'ayez déjà. C'est vrai que une explication dans plusieurs langues est un peu compliqué, mais comme il y a de plus en plus d'achats en ligne, il est évident qu'on peut donner des informations en plusieurs langues. Et puis, puisqu'il y a le code QR, on peut réfléchir à plusieurs langues.
Et c'est vrai que nous allons de plus en plus Dankjewel. pouvoir Ik krijg een informer vraag in le de chat consommateur. van, ja, maar hoe J'ai vaak kijkt een consument une nou naar question een sur le chat. QR-code? Mais Hoe est-ce actief is que de le consument consommateur op het regarde verzamelen van le code informatie? QR? Ik zou Combien vragen de of u fois le weet, consommateur regarde-t-il le code hoeveel QR? Je alvast pose la in question Nederland à aan Tony Thomas Uriel. et à Dus hoe Thomas vaak Uriez également. scant een consument de QR-code? Combien de fois le Hoe consommateur vaak va-t-il vraagt hij aan, scanner le kijkt hij code door zijn QR? website naar de informatie? Voilà, c'était une question qui était posée sur le chat. Tony? Nous n'avons pas encore de code QR, par conséquent, je ne peux pas vous donner de réponse. Mais tous ceux qui ont affaire au marketing doivent stimuler, motiver le consommateur. Nous avons un site web, nous avons des explications pour chaque produit, on n'y échappe pas si vous voulez. Et il faut expliquer avec humour ou avec une icône et motiver le consommateur à regarder le code QR. Et je pense, Michiel, que le consommateur est de plus en plus intéressé par le produit, comment a-t-il été fabriqué, et notamment la jeune génération. Donc ne vous trompez pas, c'est devenu essentiel pour les jeunes. Et à l'avenir, il me semble que sans information, comme l'a dit James, ça existe déjà dans l'industrie alimentaire. S'il n'y a pas d'explication, eh bien, vous n'achetez pas. Eh bien, je pense que ça va être vrai également pour l'habillement, du moins je l'espère. Thomas, je rappelle vite la question. La question était posée dans l'audience. Combien de vos consommateurs consultent effectivement ce code ou globalement, connaissez-vous la relation entre les gens qui achètent et les gens qui s'orientent et qui s'intéressent à l'information? Comment est cette proportion? Il y a assez peu de gens qui consultent le QR code, mais je rejoins tout à fait Tony lorsqu'il dit qu'il faut donner envie aux gens de s'informer. En quelque sorte, le QR code, c'est le niveau d'information le plus haut. Et certains consommateurs commencent ici. Et donc, le sujet, c'est comment on les fait passer de « Ah, je veux juste m'acheter un jean cool » à tout en haut, « Trop bien, je sais qui a fabriqué mon jean ». Et bien, en fait, les niveaux intermédiaires, c'est des petites marches d'escalier. Et notre travail en marketing, c'est de créer ces marches. Comme ça, tous les consommateurs qui veulent se surinformer, ils ont accès à l'information grâce au QR code. Mais ceux qui sont un peu moins, je dirais, engagés dans leur acte de consommation, eux, ils ont le site Internet. Et ceux qui ont encore moins d'attrait pour ces données-là, parce qu'ils découvrent finalement cet enjeu d'environnement et de respect des gens et de filières locales, et qui tombent juste en magasin sur un jean qui leur plaît, eh bien, eux, ils ont comme premier niveau d'information cette étiquette que je vous ai montrée avec l'endroit où se font toutes ces étapes de fabrication. Et donc, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et l'enjeu de ces niveaux de lecture, c'est d'amener le client d'une marche d'escalier à une autre jusqu'en haut au QR code. Mais effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui vont en haut au QR code, en haut de la pyramide. Mais c'est tout l'enjeu de les faire monter. Dankjewel. Dankjewel, Thomas. Merci, merci Thomas. Je voudrais aborder un autre thème qui nous parvient également via le chat. Et Denim City, House of Denim à Amsterdam. Est-ce qu'il y a d'autres endroits au monde où il y a de telles initiatives? Est-ce que c'est nécessaire? Et Amsterdam est une ville où il est beaucoup conçu et consommé, mais pas fabriqué. Alors, comment établir un lien avec d'autres pays, la France par exemple? Comment peut-on renforcer, par exemple, les liens entre les différents? Qu'est-ce que je peux dire à notre secrétaire d'État cet après-midi? James, we horen je niet. Le mois dernier, Denim City a ouvert à Sao Paulo, 4 fois plus grand qu'Amsterdam. Et cela a été fondé par un groupe de Brésiliens entrepreneurs dans le denim et du textile. Ils sont venus ici, à Amsterdam, et ils se sont dit, mais bien entendu, il faut coopérer pour en arriver à un brighter blue, un avenir d'un bleu plus éclatant. Et notre ambition, d'ailleurs, est d'avoir un hub de coopération dans les grandes capitales du textile ou du denim. Nous voulons réunir
l'enseignement supérieur, l'enseignement du design et l'industrie. Nous voulons mutualiser toutes ces activités et il faut le faire et trouver un hub ou des endroits, non seulement pour les nouvelles générations, mais également pour ceux qui activent aujourd'hui. Il est évident que Tony et Thomas sont l'avant-garde, mais il faut penser également à la majorité des consommateurs, cette grande masse de consommateurs. Et c'est là l'énorme étape que doit franchir l'industrie. Il faut inspirer, il faut aller au-delà de notre zone de confort dans l'industrie. C'est vrai, coopérer dans cette chaîne, au sein de la chaîne, mais également inspirer les collègues visant à les faire participer. C'est une étape importante. D'ailleurs, c'est une des étapes du Denim Deal. Toutes les parties prenantes ont promis de s'adresser aux autres marques en disant allez, il faut y aller, vous aussi, car nous sommes une communauté de professionnels et nous devons à nos enfants de prendre les décisions. Et c'est là où Denim City sont des endroits sources d'inspiration que nous pouvons également transmettre à d'autres, mais Merci également au niveau de Jane. l'université. Je passe la question à Thomas. Donc Amsterdam a créé cette Denim City. Alors il ne faut pas oublier que Denim vient de la ville de Nîmes en France. Y a-t-il en France une ville du denim ou y a-t-il un point de focalisation géographique où ce secteur se rencontre et où le consommateur pourrait être sensibilisé au produit? Ce serait vraiment très intéressant de développer un lieu comme celui-ci. Et nous, on a un énorme projet en France qui s'appelle le Cube 1083 et qui est destiné à partager l'histoire du jean et mettre en lumière encore plus notre filière. Ce qui est génial avec le jean, c'est que c'est un média universel. Tout le monde en porte, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les catholiques, les musulmans, les Américains, les Chinois, les Français, et il appartient à tout le monde, puisque pour les Américains, c'est les rêves américains, pour Amsterdam, c'est la capitale du jean, pour les Français, avec Nîmes, c'est la ville du denim, et pour Gênes, en Italie, c'est le mot jean vient de la ville de Gênes. Donc en fait, ce qui est super, c'est que le jean est universel, et du coup, ça en fait un formidable vecteur du changement du monde qu'il faut construire dès aujourd'hui pour que le monde soit vraiment réellement durable en respectant et les gens et l'environnement. Donc, toutes ces initiatives, elles ont vocation à polliniser le monde entier. Et pour y arriver, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on partage nos bonnes pratiques, il faut qu'on coopère. Et en faisant ça, eh ben, on va accélérer le temps et on va renverser cette vieille filière qui pollue et qui ne respecte pas les gens. Merci Thomas. Nous sommes arrivés déjà à la fin du question-réponse de cette matinée. Donc je pense qu'un élément important, c'est la mise en réseau de toutes ces compétences du jean. Et un des souhaits après la crise Covid, c'est qu'effectivement on se rencontre ensemble et on voit comment on peut mettre ensemble ses forces. Nous sommes arrivés déjà donc à la conclusion de cette 4e matinée et de la conférence quasiment. Et je passe donc à Léna Lélu qui, basée à Paris, nous donne ses conclusions du débat de la matinée. Léna, je passe à vous. Quels sont vos points forts que vous retenez de cette matinée? Donc, bonjour à tous, merci beaucoup pour cette table ronde très très intéressante sur la thématique d'aujourd'hui, mode durable et matériaux durables. Aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment important de repenser le système, de le transformer, en tenant compte des ressources à notre disposition. Quand je parle de ressources, je parle aussi des quantités phénoménales de vêtements qui sont déjà à disposition. Rappelons quelques chiffres. 20 tonnes, c'est la quantité de vêtements réceptionnés par jour dans le relais Val-de-Seine à côté de Paris. Autre chiffre très intéressant qu'on a cité dans notre questionnaire, il y a actuellement 13% des vêtements qui sont recyclés seulement. Ces quantités sont effrayantes. Nous avons entendu les points de vue des intervenants du jour, leur vision sur le recyclage, l'économie circulaire et l'industrie du denim. Chaque intervenant a une approche différente de cette matière pleine d'histoire et qui suscite beaucoup d'intérêt dans le domaine de l'économie circulaire.
Les problèmes liés aux déchets textiles m'ont fait m'interroger en tant que consommatrice et en tant que styliste. Quel est le monde que je veux construire? Quel impact je veux avoir pour demain? Je me suis dans un premier temps interrogée sur la valeur sentimentale que nous donnons à nos habits, le lien que nous créons avec notre garde-robe. Mon rapport aux vêtements a toujours été à la fois singulier et précieux. Il est empli des belles histoires que ma grand-mère me racontait et qui ont bercé mon enfance. De celle-ci, j'ai appris à discerner l'âme des vêtements. Elle me rappelle toutes les mains nécessaires à leur fabrication, de la récolte au filage, en passant par la couture, toutes ces étapes essentielles à la naissance d'un vêtement. Dans mon armoire, j'ai, par exemple, une pièce qui me tient particulièrement à cœur. C'est un jean. Il a été rapiécé, reprisé de nombreuses fois avec des chutes de tissu bleu de couleurs différentes, et il ressemble maintenant plus à un nuancier de bleu qu'à un jean réellement. Je pourrais jamais m'en séparer car je connais l'histoire de chacune des morceaux qui ont été ajoutés. Nous avons vu dans les présentations aujourd'hui que cette attache émotionnelle est essentielle au monde du jean. Je veux renouer avec la valeur perdue des objets qui nous entourent, où la relation aux vêtements n'est pas qu'utilitaire, mais elle devient aussi précieuse. Il nous émerveille par son histoire. Je veux partager ce regard et proposer une nouvelle manière de considérer la mode. C'est ce qui me fait me lever le matin, sensibiliser les gens sur les nouvelles manières de voir le monde et le textile et de la manière de le consommer. Dans un deuxième temps, j'ai eu envie de devenir acteur de ce changement. C'est dans cette dynamique que j'ai créé Hors Paris. Hors Paris qui s'écrit AUR, ce sont les initiales de artisanat unique et revalorisé. Ce sont des vêtements revalorisés, surcyclés, personnalisés, brodés à la main avec du fil en or 24 carats. Je valorise les vêtements inutilisés en rendant service aux marques qui ne savent pas comment écouler leur stock dormant. Je donne une seconde vie à des pièces qui risquent de finir brûlées ou enfouies. Grâce à Hors Paris, je mets en place des partenariats avec des marques de vêtements et je trouve une solution à leurs problèmes de stock dormant. À travers ce projet, je propose une solution à la question du recyclage et à la réutilisation des déchets textiles, qui est le thème de notre conférence aujourd'hui. Dans un troisième temps, j'ai eu à cœur de m'impliquer dans les initiatives internationales qui font bouger la planète. Je suis toujours intéressée par les nouvelles rencontres et les synergies qui se créent entre les gens qui ont les mêmes valeurs. C'est pour cette raison que je me suis rapprochée de réflexions internationales à ce sujet. Grâce à ça, j'ai pu rencontrer les jeunes talents, ainsi que Margot et Maude de mon groupe, qui m'ont permis de voir leur point de vue et leurs réflexions riches sur notre sujet du jour, Reuse and Recycle. À travers ces 4 conférences, nous avons cherché à réfléchir ensemble, à l'international, à ces questions qui nous touchent tous. Quelles solutions trouver pour le futur de la mode? Ce cycle de conférences sur mode durable et matériaux durables permet de dialoguer entre la France et les Pays-Bas, qui, selon moi, sont 2 nations qui ont une manière différente de penser le design, mais en totale complémentarité. La France est plus sur le savoir-faire, l'artisanat, le métier d'excellence. Les ouvriers sont hautement qualifiés et les traditions tournent autour de la valeur de la main. C'est également pour cette raison que Paris a toujours été le point central de la haute couture à travers les siècles. D'un autre côté, les Pays-Bas sont plus dans la réflexion et la logique, en ayant une approche plus cérébrale et visionnaire. Par exemple, le biomimétisme a une grande place dans cette recherche, avec cette sacralisation de la nature et son incorporation au cœur du paysage urbain. Dans des contextes culturels et historiques différents, ces 2 pays se sentent concernés par leur impact sur la planète. Au final, nous devons mettre nos connaissances en commun et échanger notre point de vue pour trouver ensemble des solutions. Cette autre façon de considérer les déchets en les valorisant est une nouvelle approche, en totale adéquation avec notre société en évolution. En tant que jeunes talents, nous pensons qu'il est important d'inclure davantage la réutilisation et le recyclage dans l'industrie textile. Mais nous voulons nous assurer qu'en fin de vie, le produit textile redevienne un nouveau produit textile. Pour créer cela, certains aspects doivent être pris en compte, tels que la conception, comme la mise en place d'un système de consigne, la production locale, ainsi que la transparence d'une entreprise et sa communication. Nous pensons qu'un produit doit être recyclé lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit être réutilisé et réparé le plus longtemps possible avant d'être recyclé. Le recyclage mécanique apporte des contraintes, car il n'est pas possible de créer un produit de haute qualité à partir de matériaux 100% recyclés mécaniquement. Par conséquent, il pourrait être intéressant de combiner avec des matériaux recyclés chimiquement pour créer un produit de haute qualité. Pour la durabilité, certains aspects doivent être pris en compte. Le recyclage des déchets, la production locale, la consigne,
comme dit par Thomas Uriez dans cette vidéo de présentation. Grâce à nos intervenants d'aujourd'hui, qui sont des ingénieurs, des créateurs, des chercheurs, des techniciens, cette conférence nous a permis de nous concentrer sur l'industrie du jean et son recyclage. Et enfin, nous interroger sur qu'est-ce qui fait le denim. Merci d'avoir permis à cette conférence d'avoir vu le jour et d'avoir interrogé les différents acteurs de la chaîne et de permettre de voir le futur de la mode sous un jour différent. Merci de nous avoir écoutés et de penser que nous pouvons être le changement ensemble. Merci Léna d'avoir fait l'émaillage entre les 4 sessions, parce qu'effectivement, un des moments forts de la première session, il y a déjà 4 semaines que nous avons commencé cette 18e conférence. Rappelons-nous que Daniel Bruchmann nous a dit qu'on ne peut que porter les produits avec amour qui ont été faits avec amour. Et c'était un thème qui a été également démontré par Thomas Uriez aujourd'hui dans sa démarche, mais également Tony a montré que bon, le jean est un produit qu'on peut aimer, surtout quand il est fait par des gens qui aiment ce métier. Et effectivement, là aussi, on a une trame ou une chaîne en commun, et surtout en néerlandais, moins qu'en français. Mais en néerlandais, nous avons énormément de mots textiles, de métaphores textiles, sans avoir la production textile dans notre pays. Donc il faut que l'on rapproche la matérialité du langage et de refaire des trames, de refaire des chaînes, de refaire des maillons, d'ennoblir et de recréer une filière industrielle. Et ça a été une des ambitions des ambassadeurs dans cette conférence, de mettre ensemble des compétences, des façons différentes de voir la conception, comme Léna l'a très bien montré. Et comme chaque fois, chaque semaine, et maintenant pour la dernière fois, malheureusement, Noël approche, pour la dernière fois, nous avons aussi un dessinateur, Peter Koch, qui donne une vision visuelle des thèmes abordés aujourd'hui. Alors, par vitesse, il le fait d'abord en néerlandais, donc vous verrez maintenant le dernier dessin néerlandophone de la conférence, mais ne vous inquiétez pas, parce que sur le site web, dans la journée, vous verrez donc également le dessin en français, que maintenant vous voyez en néerlandais devant moi. Et comme toujours, je ferai dimanche soir mon commentaire sur la 4e session. Et moi, je vous donnerai encore dans une semaine un commentaire des 4 sessions ensemble. Donc regardez bien ce dessin qui, de nouveau, avec des flux et un pont, le pont du Gard, pas loin de Nîmes, vous montre le sommaire de la journée. Et j'aimerais sur ce point vous introduire l'élément suivant, parce que la question que les ambassades se posent, comment continuer le mouvement? Et un des endroits où je vous invite déjà, c'est d'aller ensemble à la House of Denim, dans l'ancienne remise du tramway d'Amsterdam, un magnifique endroit qu'il faut absolument visiter post-Covid quand Amsterdam est visitable, un point fort de la ville, qui est devenu un point fort de la ville avec un magnifique marché quotidien à côté. Ça, c'est un point fort. Deuxième point fort que je vous introduis, c'est l'atelier néerlandais, rue de Lille, pas loin d'ici, rue de Lille, dans le 6e arrondissement de Paris, si je ne me trompe pas, et qui est le point fort où se rencontre la communauté néerlandophone et artistique de Paris, mais également le point de dialogue où les Français et les Néerlandais peuvent dialoguer ensemble sur la créativité et les enjeux que nous partageons. Et je vous introduis un petit film qui vous montre l'atelier néerlandais. Innovant. Verwelkomen. C'est l'hospitalité. Springlevend. Ouverture. Vernieuwing. Creatief ondernemen. Het is een soort nabrander. Als je goed bent, dan krijg je nog een extra boost om nog meer te doen. Ik ben lid geworden van het Atelier Néerlandais omdat ik een nieuwe richting heb gekozen in mijn leven en in mijn werk. Ik ben eigenlijk hier gekomen om mezelf heruit te vinden.
Merci pour ce film. Alors, petite correction, la rue de Lille est dans le 7e arrondissement et pas le 6e. Autre point fort à Paris pour l'instant, si vous avez le temps d'y aller, c'est l'exposition qui se tient au nord-est de la ville. Je ne connais pas l'arrondissement, mais qui traite de la mode durable, du jean durable. Et là aussi, un petit film pour se montrer ce point fort à Paris, visitable pour l'instant. Glamour, neuf, usé, équitable, upcyclé. Découvrez l'envers du jean. Il se révèle sous toutes ses coutures dans une expo exceptionnelle à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dat is een hele korte film, ce fut un film très court. Et j'arrive vraiment à la finale de la 18e conférence Erasme-Descartes, qui aurait dû tenir lieu à Roubaix en France. Et comme vous le savez, pour préciser, la conférence Erasme-Descartes est organisée par les deux ambassades, l'ambassade de France à La Haye et l'ambassade des Pays-Bas à Paris, en France. Et donc, chaque fois, c'est un saut que l'on fait dans notre pays. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer l'ambassadeur de France aux Pays-Bas, Louis Vassy, qui va vous annoncer le thème de la conférence l'année suivante. Et comme elle est organisée par l'ambassade de France aux Pays-Bas, elle aura lieu aux Pays-Bas. Donc cette année-ci, nous sommes organisés par l'ambassade des Pays-Bas en France à Roubaix. Nous faisons donc le saut aux Pays-Bas. Louis Vassy, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer et que vous annonciez le thème de l'année suivante, la 19e conférence Erasme-Descartes 2021. En conclusion de cette conférence Erasme-Descartes, je voudrais bien évidemment commencer par remercier l'ensemble de ceux qui ont participé à son organisation. Et au tout premier chef, l'ambassade des Pays-Bas à Paris, qui en a été l'instigateur cette année, ainsi que nos opérateurs partenaires, l'ANUFIC et le réseau franco-néerlandais. Je voudrais du fond du cœur remercier et féliciter les jeunes talents qui ont participé à ces travaux. Je voudrais aussi évidemment remercier tous les intervenants, les participants à ces travaux qui nous ont grandement inspirés et qui, je crois, ont ouvert des voies pour l'avenir afin que nos industries, dans le domaine textile, dans le domaine de la mode, mais aussi nos opérateurs économiques, y compris dans le domaine commercial, puissent s'inspirer à l'avenir des solutions créatives qu'ils ont mis en œuvre ou proposées. J'espère que des réseaux pourront à l'avenir avoir été créés à l'occasion de ces échanges et qu'ils permettront d'avancer concrètement selon les pistes qui ont été ouvertes lors de ce mois de travaux. J'ai évidemment conscience, et je crois que Peter de Hoyer également, que dans cet effort collectif, la société civile, les créateurs, les entreprises joueront une place centrale aux côtés de l'université, du monde académique. Mais les gouvernants ont évidemment un rôle à jouer. Je retiens 3 propositions concrètes qui ont été faites à l'occasion de ces échanges. Celle de Louise Fresco, qui propose des incitations fiscales afin que la mode et l'industrie textile puissent travailler davantage avec des matériaux durables. Celle de Pascal Denisard, qui propose une réflexion spécifique sur les vêtements professionnels et leur fin de vie. Et celle de nos jeunes talents qui ont avancé l'idée d'un cadre européen harmonisé sur ces questions. Cela m'offre une transition parfaite avec la thématique de notre prochaine conférence Erasme-Descartes qu'il me revient et que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Lors de cette 19e conférence, je vous propose que nous travaillions à la thématique « Repenser la ville, des déchets aux matériaux innovants ». Car en effet, en matière de ville, et pour paraphraser, mais en le modifiant, le célèbre adage, tout se crée, mais rien ne doit se perdre et tout doit se transformer. Car en effet, ceux qui bâtissent nos villes, de plus en plus, devront affronter la question de la réutilisation des matériaux plutôt que de la création de déchets supplémentaires. Car en cette matière, comme tant d'autres, l'économie circulaire doit être notre priorité. Nous estimons aujourd'hui que la régénération urbaine représente 30% des déchets à l'échelle mondiale. Et il va donc de soi que nous avons là un défi absolument considérable. Les Pays-Bas ont des innovations intéressantes de ce point de vue, et notre pays également.
Nous proposons que la prochaine réunion de notre conférence Erasme Descartes se tienne à Rotterdam, qui est elle-même une ville pleine d'expérimentation en ce domaine, avec des enjeux extrêmement puissants du fait de son impact à la fois urbain et de son poids industriel. Nos deux pays regorgent en effet de savoir-faire en matière de génie civil, en matière de construction et de conception urbaine, et nous avons donc énormément à partager sur ces thématiques. D'ores et déjà, énormément de coopérations se sont mises en place, notamment au niveau local, et j'y tiens beaucoup avec Peter de Royer à Paris, entre par exemple Amsterdam et Bordeaux, ou entre Lille et Rotterdam. Nous organiserons dans les prochains mois un créaton croisé entre Eindhoven et Paris autour des thématiques du design urbain. Ainsi donc, cette thématique s'inscrit dans une priorité de longue date de nos ambassades et de la coopération bilatérale. Mais cette coopération doit également s'inscrire dans un cadre européen. Pour la période 2021-2027, de nombreux programmes de l'Union européenne pourront être mobilisés à l'appui de projets urbains responsables. Nous avons là une chance de mobiliser nos capacités de recherche en soutien de projets en matière de recyclage ou en matière d'énergie, afin d'appuyer l'avancée de nos villes vers une plus grande durabilité. C'est pourquoi je me réjouis de vous donner rendez-vous en novembre 2021 à Rotterdam pour la 19e édition des conférences Erasme Descartes autour de la thématique « Repenser la ville, des déchets aux matériaux innovants ». À l'année prochaine. Merci, Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Louise Vassy, nous sommes arrivés à la fin de cette session, 18e session, conférence Erasme Descartes, que nous avons tenue virtuellement à Roubaix, mais dans un modèle différent parce que la crise est ce qu'elle est. J'espère effectivement pour l'Ambassadeur que la session suivante à Rotterdam sera effectivement à Rotterdam avec une rencontre face à face. Je rappelle toute notre audience qu'après la clôture, dans quelques minutes, l'espace Rémo reste ouvert pour vous rencontrer virtuellement. Mais la question qui reste quand même en fin de conférence, qu'est-ce qui se passera après? Alors il y a un troisième mouvement important à retenir. Je remercie d'abord les jeunes talents. Les jeunes talents sont un des mouvements que j'espère qui continue. 13 jeunes personnes qui se sont mobilisées pendant des sessions de préparation, mais également 4 matinées pour réfléchir, pour animer, pour agiter, pour rassembler les idées. J'espère que ces 13 personnes gardent ensemble ce flux, ce maillage et continuent le travail. Deuxième élément fort, c'est que les orateurs se sont appris à connaître. Et j'ai l'impression qu'un nombre d'orateurs ensemble sont en train de travailler à une démarche d'approfondir la réflexion dans un cadre européen, parce que nous avons en France la relance verte, nous aurons aux Pays-Bas un programme similaire et nous avons au niveau européen également le Green Recovery, pour lequel les États membres, hier, ont un accord de pourvoir au financement. Donc là aussi, il y a de l'espoir en Europe. Donc effectivement, de continuer cette réflexion en Europe. Et bien sûr, nous nous rencontrons très souvent dans le textile parce qu'on se connaît bien, nous avons nos maillages. Mais je remercie encore les ambassades de France et des Pays-Bas dans les deux capitales, dans les deux pays, d'avoir organisé cette conférence parce qu'elle permet aussi de faire rencontrer l'autre partie de l'hélice, les pouvoirs publics, et d'avoir une réflexion qui rassemble les entreprises, les universités, mais également les pouvoirs publics, parce que l'ambassadeur l'a également avancé, mais également le secrétaire d'État et l'ambassadeur aux Pays-Bas dans la session précédente. Le développement durable ne se passera que lorsque les pouvoirs publics prennent également leur partie de responsabilité. Donc, ce n'est pas uniquement l'amour du textile, ce n'est pas uniquement la complexité de mettre ensemble une filière complexe, mais c'est également le rôle actif des États membres de créer les leviers, de créer cette transition. Nous sommes heureusement ou malheureusement à la fin de cette conférence. Moi, j'ai beaucoup aimé faire ça. J'espère que vous avez aimé cette conférence aussi, que vous avez appris de nouvelles choses, fait de nouveaux contacts. Et moi, je ne serai pas avec vous l'année prochaine, mais je vous souhaite une très bonne conférence, 19e conférence Erasme Descartes, l'année prochaine à Rotterdam. Il me reste à remercier quelques personnes. Vous ne les avez pas vues, c'est la bonne chose. Les techniciens ici à Eindhoven qui ont organisé les écrans,
le passage des traducteurs, l'organisation de l'input de vous, audience. Je remercie les 2 ambassades pour leur équipe. Je remercie NUFIC pour l'encadrement des jeunes talents. Je remercie l'équipe des ambassades qui ont fait tout ce travail de préparation, mais le travail derrière l'écran que vous ne voyez pas. Je remercie les ambassadeurs. Et j'ai toujours tendance, mais c'est un truc européen, de remercier les traducteurs parce que travailler en 2 langues, français et néerlandais, n'est pas facile. Et ils ont fait ça de façon magnifique. Je remercie finalement les orateurs. Je ne peux pas vous donner ici une bouteille de vin, mais vous aurez de quoi approprier dans les jours qui viennent et puis ce cadeau pour tous les orateurs d'aujourd'hui. Je remercie Thomas, Tony, James et Margot comme agitateur. Je remercie les orateurs et je vous souhaite à tous une bonne fin d'année et un beau Noël avec ceux que vous pouvez recevoir à la maison. Et avec cette note, je nous souhaite tous une meilleure année 2021 avec une reconstruction et une relance verte. Merci. Au revoir.